Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gaucher sur votre podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode spécial playoff, puisqu'on va faire à la fois le rewind du wildcard round et le preview du divisional. Et pour ça, je suis avec quelqu'un qui a gagné un match de playoff pour la première fois depuis une longue dizaine. C'est dur d'être fan du Patriots, c'est PA. Salut PA, comment ça va? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, fan des Patriots, on a souffert pendant de trop nombreuses années. 5. Donc voilà. 5 5 seulement. 5. 5 7. Non, bon, arrête tes conneries, pas 7. La Quand est-ce dernière, que vous avez gagné la dernière victoire en playoff, c'était il y a 7 ans, le Super Bowl contre les Rams. C'est dur, la vie est dure. La dernière fois qu'on avait gagné, on a gagné le Super Bowl, hein, oh là là. C'est dur, hein, j'étais déjà majeur. Hein. Moi, j'étais pas né à la dernière victoire des playoffs quasiment des Dolphins. Donc, on va arrêter de se plaindre, hein, les fans des Pats. Écoute, peut-être que vous allez aller encore une fois au Super Bowl et ça fait petite transition, puisque on rappelle, alors attention, il y a un QR code maintenant, là-bas, là, au-dessus de la tête de PA, pour un lien pour vous inscrire à la... Non, ouais, bien vu, c'est là, exactement. Un lien pour vous inscrire à la Super Bowl Party qui aura lieu au Belushis, comme l'année dernière, avec France des Fantasy Ballers qui prépare ça. Et on aura donc la première animation qui a été prévue. Donc à 20h, j'animerai un Qui veut gagner ses milliards avec deux amis de TDA, Grégory Richard et Victor Roulier. Donc le mari de Doug sera là pour répondre à nos questions avec PA qu'on mettra en place. Et après, il y aura sûrement d'autres animations avant le match. Entre eux, qui est qui, PA, selon toi? Une équipe d'AFC et une équipe d'NFC. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Il se mouille. Il se mouille. Je suis trempé là. Ah, et là vraiment, fais gaffe. Hein, fais gaffe. C'est dur. J'ai pris des risques. Non, j'ai pris des risques, donc j'ai hâte d'avoir raison, je l'espère, le 9 février. Le 8, du coup. Du 8 au 9, 8. Je crois. Juste pour éviter que les gens arrivent le lendemain. C'est dommage. Mais il n'y a personne, c'est bizarre. Oui, ils sont. Bah, fun fact, ce week-end, j'avais une galette des rois où je devais aller. Donc, nickel. Et je reçois un message donc, le dimanche. Et je reçois un message le samedi à 17h où on me dit Ah, mais t'as eu la flemme, toi. Je fais Mais non. Il me dit Mais si, c'était aujourd'hui. Je fais Ah, ok. C'est vrai, je t'ai déjà raconté cette histoire. Non, mais c'est pas grave, c'est pour les auditeurs. C'est pour les auditeurs. Mais toi, ça arrive. À la place, on a fait autre chose. Oh, tranquille. Voilà. Bon, allez, on va aller regarder les matchs. On va se faire les matchs par ordre chronologique et aller voir qui ils affrontent juste après. La NFL a fait plutôt bien les choses. En tout cas, pas la NFL, mais plus les équipes qui ont gagné ont fait le planning bien comme il faut. Donc, on va d'abord parler des Rams Panthers, puis des Packers Bears, puis du match entre les deux vainqueurs. Le match des Bills qui ensuite affrontent les Broncos, le match des Niners qui ensuite affronteront les Seahawks et le match entre les Pats et les Texans. Donc voilà un peu l'ordre. On va commencer du coup avec le premier match qui avait eu lieu samedi. Le premier match des playoffs, c'était un match où peu d'équipes avaient, ou peu de gens, pensaient à un match serré entre les Panthers à domicile, qui étaient en 8-9 sur la saison, qui avaient miraculeusement atteint les playoffs, face aux Rams, qui étaient tête de série numéro 5. Et au final, le match a fini en 34-31 pour les Rams. Un match ultra serré, qui s'est finalement peut-être gagné dans le premier quart-temps. PA, qu'as-tu pensé de ce superbe match? Ouais, j'irais presque même jusqu'à dire que c'est une victoire un peu chanceuse des Rams, parce qu'à un moment donné, quand même, ils étaient très très mal embarqués. Alors, à titre personnel, je ne comprenais pas trop la cote de plus 10 points pour les Rams sur ce match-là, en sachant qu'on avait eu une confrontation en saison régulière où les Panthers avaient gagné. Ça restait une nouvelle fois un match en Caroline, donc à domicile pour les Panthers. Bon, on pouvait aussi partir du principe que s'ils les avaient arrêtés une fois, ils pouvaient potentiellement rééditer une seconde fois, quoi. Et écoute, les Rams ont très bien commencé, effectivement. Ils menaient 14-0, et puis comme ils savent très bien le faire et de manière très régulière, ils ont à un moment donné coupé toute leur énergie, coupé toutes leurs idées, et ça a permis aux Panthers de revenir, qui ont fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Voilà, Bryce Young, il finit avec un peu plus de 250 yards, un touchdown et une interception. Elle est un petit peu fâcheuse, malheureusement. Et un touchdown de la course.
et un touchdown à la course. Ils ont montré des belles choses, je trouve. Ils ont été dans le match. Ils ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes à cette équipe des Rams. Et en fait, j'oscille entre les deux, entre très bonne prestation des Panthers. On pouvait un petit peu s'y attendre parce que match à domicile. Mais aussi ces Rams qui sont quand même relativement inquiétants parce qu'ils ont fini la saison régulière vraiment de manière très délicate. Et ce match-là, pour moi, ça rassure pas beaucoup sur leur niveau quand ils vont devoir affronter des équipes supérieures au niveau des Panthers. Donc, mais vrai bon match pour commencer le Wildcard Weekend, clairement. Ouais, avant de parler un peu plus des Rams, mais au niveau des Panthers, on a eu la coming out party de Jalen Coker. Jalen Coker. Jalen Coker. Le receveur qui a fait 9 réceptions, 134 yards, un touchdown. Enfin, tu sentais que le gars était là alors que Macmillan était quand même assez bien pris. Et encore, il fait quand même 5 réceptions, 81 yards. Hein, ça fait quand même une belle moyenne. On parlait de Bryce Young qui aura sa 5e année levée. Donc, il va être là pour les 2 prochaines saisons et non pas juste pour la saison prochaine. Donc, il lui reste 2 ans pour négocier un contrat. La 5e année, elle est à 25 millions, il me semble, ou 30. Je sais plus, enfin, elle n'est pas excessive. Ouais, par rapport je crois que j'ai vu 25 passer hier. Ouais, c'est ça. Donc, dans les alentours de 25 millions, sachant que voilà, les contrats signés aujourd'hui, ce serait du 30 millions. Aujourd'hui, lui, s'il signait quelque chose, ce serait plus vers 40, je pense, avec ce qu'il peut montrer de temps en temps. Donc, bon, une petite ristourne. Donc, c'est bien. Et si on passe du côté des Rams, ouais, les Rams, un peu plus inquiétants quand même. Hein. Stafford, depuis qu'il a balancé sa première interception, il fait moins rêver, je trouve. Par contre, tu as un mec qui est monstrueux, c'est Pucana, quoi. Alors lui, faut l'arrêter quand même. 10 réceptions, 111 yards, un touchdown, quoi. Un match classique pour Nakua. Et 3 courses, 14 yards et un touchdown aussi, hein, parce qu'il en met 2 des touchdowns et il en met à la course aussi. Il est utilisé dans tous les schémas de jeu de Sean McVay. C'est assez impressionnant. Et je te dis, ouais, ça reste une victoire et du coup, il passe quand même un tour et c'est très bien. Mais défensivement, je pense qu'on en attend beaucoup plus et beaucoup mieux de cette escouade-là. Seulement 2 sacs sur ce match, en sachant que Ikem Ekwonu, le tacle gauche des Panthers, s'est blessé très rapidement pendant le match et c'est le talon. Donc, je suppose le tendon. Ah, mais alors, lui, sa saison prochaine est finie quasiment. Ouais. Donc, c'est un an à peu près de récupération, ils ont dit. Donc, je trouve que c'est d'autant plus fort de la part des Panthers d'avoir réussi à passer au-dessus en fait de ce malheur-là. Et pour les Rams, c'est un peu inquiétant de ne pas réussir à mettre autant la pression que ce qu'ils le souhaiteraient sur Bryce Young, qui en plus réalisait son premier match en playoff en NFL. Donc tu sais que c'est sur ses QB un petit peu jeunes, tu essaies de blitzer un petit peu plus pour un petit peu le désarçonner et puis voilà, et essayer d'avoir des pertes de balles. Ça, ils n'ont pas réussi à le faire, et contre des équipes pour lesquelles la O-line sera un petit peu mieux, pour lequel il y aura un petit point de baissé, avec un niveau supérieur, avec un QB aussi peut-être avec plus d'expérience, je ne suis pas certain que cette défense-là arrivera à mettre beaucoup, beaucoup de pression. Et si tu pars sur un match, sur un shootout, comme on dit, avec beaucoup, beaucoup de points, je ne suis pas persuadé que les Rams arriveront à s'en sortir sur ce match. Donc, un peu inquiet quand même de cette prestation de Los Angeles. Ils mettront des points, mais s'ils s'en prennent plus, Oui. c'est assez logique ce que je dis. Mais effectivement, s'ils prennent plus de points que ce qu'ils en mettent, malheureusement, ça sera terminé. C'est une évidence. Maintenant, voilà, c'est juste cette défense qui ne me rassure pas, alors que tout au long de la saison, elle a quand même été plutôt performante, je trouvais. Non, moi, c'est plus quand je regarde le prochain match où je suis pas inquiet. C'est le 4e quart-temps, tu connais. Ouais, le 4e quart-temps, tu connais. Bon, écoute, on va en parler. Le prochain match dont on va parler, c'est l'adversaire des Rams, donc les Bears, parce que les Bears ont battu les Packers 31-27 avec un magnifique 25-6 dans le 4e quart-temps, puisqu'ils étaient menés 21-6 et ils ont finalement gagné le match sans aller en prolongation, ce qui est quand même à souligner. Hein. C'est quand même assez fort. Et des Packers qui démarrent très très bien et qui finissent très très mal. Finalement, c'est un peu le résumé de leur saison. Ouais, et c'est un peu une habitude malheureusement depuis que Matt LaFleur est arrivé en tant que head coach. Ils se font quand même régulièrement sortir, et assez salement, des playoffs malheureusement. Il y a eu des bonnes années quand même où ils font finale de conf contre les Buccaneers de Tom Brady au moment où les Buccaneers remportent le Super Bowl. Mais sinon, le reste, c'est quand même assez difficile. Alors après, on savait ils allaient rencontrer le vainqueur de leur division à l'extérieur, donc sur la pelouse de Chicago. Donc on savait que ça allait être aussi une épreuve. Et franchement, quand on arrive à la mi-temps, on voit 21-3. On se dit ok, c'est bien. Défensivement, ça propose des très bonnes choses. Offensivement, ça déroule, que ce soit le jeu au sol, le jeu aérien avec Jordan Love. Et puis au
deuxième mi-temps, tu sais pas trop ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, les Bears s'ajustent également, hein, bien sûr, défensivement. Et offensivement. Mais offensivement, durant le quatrième quart-temps, parce qu'il n'y a que 3-0 dans le troisième quart-temps pour les Bears. Donc même là, tu vois, je trouve que les Packers ont plutôt bien arrêté les offensives de Chicago. Caleb Williams a quand même eu 3 quart-temps très difficiles avec 2 interceptions et les 2 sont quand même assez vilaines, je trouve, surtout la première. La deuxième, bon, tu sais pas trop ce qu'il fait, les sous-pressions, c'est une 4e tentative. Bon, au final, de toute façon, tu aurais perdu la balle sur un sac. Donc, dans l'absolu, bon, il n'y a pas une énorme différence. Au contraire, ils ont même fait reculer l'attaque des Packers dans l'absolu. Mais ouais, je pense vraiment que les Packers sont passés à côté d'une victoire parce qu'ils attaquaient une équipe qui est quand même très jeune sur ce niveau-là. Ben Johnson, c'était aussi sa première expérience en tant que head coach en playoff. Et tu as senti qu'il n'était pas ultra serein. Il a quand même tenté beaucoup, je trouve, de 4e tentatives, 1er, 2e et 3e quart-temps qui ont à chaque fois échoué. Ça a mis quand même énormément en difficulté, je trouve, moi, leur défense. Et malgré tout, ils arrivent à s'en sortir. Et Caleb Williams, il arrive à s'en sortir par des lancers. Et t'en as parlé, mais la 4e tentative qui a à 1 minute ou 2 minutes de la fin, 4e et 8, il est sous pression, il arrive à trouver Coston Loveland. Bon, la passe, elle est folle. On sait qu'il est capable de ça. Mais en playoff, sur un match comme ça, avec vraiment... c'était le match en jeu et il la sort, quoi. C'était le lancer ou go home, quoi, ou stay home, parce que du coup, tu te fais éliminer. Et il l'a réussi, quoi. Donc, à partir du moment où tu as quand même une redondance dans ses performances de la part de Caleb Williams en 4e quart-temps et en réussissant un petit peu ses lancers que tu pourrais estimer en 50-50, bon, c'est peut-être qu'il y a quand même un certain talent de sa part. Et bon, hâte de voir la suite. Mais effectivement, de la même manière, ça n'a pas forcément rassuré du côté des Bears contre une équipe, et on pourra en parler juste après, des Rams qui ont quand même une certaine solidité et une forte expérience. Ils ont remporté un Super Bowl il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans. Peut-être que ça passera pas cette fois-ci. Ouais, par contre, c'est important quand même de noter que les Packers, t'en parlais, hein, mais offensivement, c'était très bien, quoi, jusqu'à ce que ça le soit plus. C'est toujours le problème. Mais moi, oui, c'était un match de la nuit, donc quand j'ai vu les Packers sont sortis, je me suis dit, ouais, Jordan Love, il a dû faire de la merde, et les Bears ont gagné autrement, quoi. Et non, donc c'est quand même important de signaler. Il faudrait peut-être que les Bears signent un QB qui est bon sur les 3 premiers cartons et qui choque au 4e, comme ça ils s'en sortiront un peu mieux. Ouais, ils signent Jordan Love pour 3 quart-temps et ils gardent Caleb Williams pour le 4e. T'imagines un peu Ah ouais, les squads, elle est forte, hein, ça coûte cher, mais ça vaut pas le coup. Ouais, il y a encore le contrat rookie de Williams, mais effectivement, la QB room coûte cher quand même. Après, ouais, pour les Packers, j'ai quand même orienté mon biais pour les Bears parce que c'est l'équipe qui a gagné et qui va passer au tour suivant. Mais pour les Packers, on l'a tous vu en fait devant la télé, on s'est tous dit, mais pourquoi ils ont raté le jeu de course en deuxième mi-temps? Ils reviennent des vestiaires, alors que le jeu de course fonctionnait avec Josh Jacobs notamment. Ils arrivaient à avancer, à créer à reprendre des first down à cette défense des Bears. Et quand tu recommences en deuxième mi-temps, je crois qu'il y a genre 2 ou 3 courses à play sur le troisième quart-temps. Enfin, en termes de schéma de jeu et d'appel, c'est incompréhensible, que ce soit de Matt LaFleur, de l'offensive coordinateur ou peu importe d'où ça vient. Mais c'est un match où tu mènes 21-6 à la fin du troisième quart et où ton rusher numéro 1, qui est Josh Jacobs, finit avec seulement 19 portées, pas possible. Et surtout, il y a personne qui a 2 portées derrière, quoi. Ouais. Emmanuel Wilson, qui avait fait une bonne fin de saison, n'a rien fait là. Du coup, il a eu une portée de 3 yards. Voilà, super. Donc c'est vraiment des fortes interrogations. Alors il semblerait que Matt LaFleur soit conservé, qu'il y ait des discussions pour renouveler son contrat. Un peu triste pour les supporters des Packers parce que je pense qu'ils ont ils ont une belle équipe. Quand Micah Parsons va revenir, ça sera encore mieux défensivement. Là, tu vois, ils ont mis qu'un seul sac défensif. Bon, peut-être que in fine, c'est ça aussi qui leur a causé un petit peu la défaite. On a senti qu'au fur et à mesure également, les Bears, même s'ils ont mis que 3 points en troisième quart-temps, tu sentais qu'offensivement, ils commençaient à vraiment prendre le dessus sur la défense des Packers. Il n'y a pas que l'attaque des Packers qui a baissé le pied. Je trouve que la défense également arrivait beaucoup moins à atteindre Caleb Williams, en tout cas à moins lui mettre la pression. Et dans ces cas-là, quand la D-line n'arrive pas à mettre la pression, ça expose les cornerbacks des Packers, dont on sait que le niveau n'est pas dingue non plus. Donc voilà, c'est un tout. Il leur a manqué un Micah Parsons, malheureusement, sur ce match-là. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Écoute, les Rams et les Bears vont s'affronter dimanche soir.
Quoique. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est dimanche. C'est dimanche à minuit. Eh, vas-y, ils font chier à mettre des trucs à minuit. Ouais, donc c'est ça. Bon, c'est dimanche, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ça, À minuit et demi, minuit minuit et 30. demi heure française, ouais, c'est ça. Rams-Bears, donc les Rams qui se déplacent, au Soldier Field pour aller affronter les Bears. Mm. Bon, voilà, moi j'ai mon idée de qui je vois gagner. C'est pas des loups, c'est pas des ours, quoi. C'est des béliers. C'est des béliers. Ouais, écoute, au niveau des cotes, on est à moins 3,5 points pour les Rams. Donc, à Ah voir. oui, ok, d'accord. Donc c'est vraiment serré, je pense, auprès des bookmakers. Après, match à domicile du côté de Chicago, effectivement. On peut avoir affaire à un match très offensif. Ça, il y a des chances. Maintenant, je trouve que Stafford est un petit peu moins précautionneux du ballon sur les derniers matchs de saison régulière et sur le match de playoff. On sait également que du côté des Bears, c'est une de leurs forces de voler des ballons. C'est pas une équipe qui arrivera à complètement shut down une attaque. Par contre, à un moment donné, ils vont faire un turnover qui fait que là, ils n'ont pas réussi contre les Packers. Je pense que sur le divisional, ils vont au moins gratter un ballon, que ce soit sur un fumble ou sur une interception. Et à ce moment-là, selon le score, il faudra faire attention du côté des Rams. Donc, effectivement, je pense que la balance, elle penche plutôt du côté des Rams. Maintenant, les Bears, ils surfent quand même sur une certaine réussite qui me fait dire que, est-ce que ça peut aller au bout? Peut-être. On en a connu des équipes comme ça. Ouais. Non. Mais oui. Mais non. Mais non. Non, mais c'est compliqué parce que les Rams, on a vu ce qu'ils font de bien et on a vu ce qu'ils font de pas bien. Et les Bears, on a vu la même chose. Donc, en fait, la question, c'est quelles équipes vont venir dans ce match-là. Et parce que je pense que si les deux équipes sont mauvaises en même temps, les Rams passeront. Mais voilà. Après, à voir si les Rams ont un trou d'air et que les Bears sont au top, je pense que ça peut monter assez vite les points. Mais bon, ça reste. Sachant que du côté des Bears, c'est Tremaine Edmunds, je crois, qui s'est pété la cheville tibia. Donc il est out, bien sûr, jusqu'à la fin de la saison. Ah bon, il revient pas la semaine prochaine? Pas encore. Mais on sait que les Américains sont très forts pour réparer des choses irréparables. Faut demander à Madame Bibine. Non, Madame Bibine, c'est pas le bon. Purée. C'est qui la docteure dans Harry Potter? Sinon, il y a Dr. Quinn, femme médecin, mais ça, c'est un peu plus old school. J'ai tapé Docteur Harry Potter, je suis tombé sur un mec qui s'appelle vraiment Docteur Harry Potter. Qui est familier à Dr. Good. Sûrement. C'est pas grave, je chercherai ça. Mais du coup, voilà, Tremaine Edmunds, qui était quand même Madame Pomme fraîche. un des linebackers pierre angulaire de cette défense. Ça va être compliqué de le remplacer. Je pense qu'ils n'arriveront pas, mais il faudra compenser un petit peu son absence. C'est un peu dommage pour cette défense des Bears sur ce match-là. Ouais. Et les Rams qui n'ont pas eu de perte récente? Non, j'ai pas l'impression. Ils sont plutôt épargnés cette saison sur toutes les blessures. Donc, autant continuer de surfer là-dessus, clairement. Ouais. Autre chose à rajouter sur ce match qui arrive ou on passe au prochain? Non, mais en tout cas, sur les 2 premiers matchs du Divisional, c'était du très bon niveau de football. On pourra peut-être pas en dire autant des autres matchs, peut-être des 2 derniers. Bon, en tout cas, ça continue sur le suivant. Oui, le suivant, les deux suivants sont bien. Ouais. Donc là, on va aller voir les Bills qui se sont déplacés sur le terrain des Jaguars qui, du coup, ont battu les Jaguars 27-24. Dans un match, tu fais rarement plus équilibré dans les cartons. 3-0 pour les Bills sur le premier. Ensuite, c'est 7-7, 3-3, 14-14. Un match clean de Josh Allen. Un match offensif de Trevor Lawrence, plus que clean. Mais écoute, on est... au final, les Bills gagnent, quoi. C'est un peu comme les Allemands quand ils jouent pas les Chiefs, quoi. Tu sais, c'est un match qui dure 60 minutes et à la fin, c'est les Bills qui gagnent. C'est un peu le truc. Ouais, mais je suis assez étonné pour le coup de la part du côté des Jaguars d'avoir quand même tenu aussi longtemps. Je m'y attendais pas du tout. Surtout quand je regarde le match de Jacoby Myers. Donc ouais, assez surpris. Ouais, moi je
Je sais pas, je pense que j'ai eu le match que j'attendais. Je pense que les Jaguars sont passés un petit peu à côté d'un petit exploit, quand bien même c'était à domicile. Je voyais pas les Bills aussi forts par rapport à ce qu'ils avaient montré pendant la saison. Mais tu vois, sur la première mi-temps, je pense que les Jags, ils auraient dû mettre plus de points. Tu as évoqué match très solide de Josh Allen, effectivement, 273 yards, un touchdown et surtout aucune interception. Et en plus, 11 courses, 33 yards et 2 touchdowns. Bon, bah, le touche-push à la sauce Buffalo Bills, c'est-à-dire qu'eux, ils font pas un groupé pénétrant. Ils donnent le ballon à leur QB et c'est démerde-toi quitte à te faire casser en deux, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu son genou ou sa cheville à un moment donné qui a salement plié. On s'est dit, bon, pas joli, mais bon, apparemment, le mec est un roc, est une péninsule. Touchdown, il s'en fout. Lui. Ouais, ouais, il revient, hop, petite tente bleue, tu sais pas ce qui se passe dedans, et hop, il revient, et nickel, il a plus mal à la jambe. Ils sont forts, ces Américains. Peut-être que Tremaine Edmunds devrait faire ça, juste aller dans la tente bleue et revenir en pleine forme. Après, à côté de ça, défensivement, ils se sont un petit peu fait ouvrir sur le jeu aux courses en première mi-temps, sur le jeu à la course en première mi-temps, les Bills, et en deuxième mi-temps, en fait, un petit peu de la même manière que ce que pouvaient proposer les Chiefs sur les 3 dernières années. C'est ce qui me fait un petit peu dire que les Bills sont en très bonne position pour aller au Super Bowl. C'est que tu sens qu'ils sont un petit peu mis en difficulté en début de match. Et après, il y a des ajustements où tu dis, mais ok, attends, normalement, leur défaut, c'est d'être pris justement sur le jeu à la course. Et en fait, ils arrêtent tout ce qui se passe devant eux, quoi, tout en gardant en fait une solidité sur le jeu aérien. Donc c'est assez impressionnant. Alors effectivement, le quatrième quart-temps, on est vraiment parti là sur un shootout comme on a pu l'évoquer pour le Rams Panthers avec 14 points des deux côtés. Mais ouais, ils sont autant passés pas très loin de l'élimination qu'ils ont réussi à gagner en fait. Donc une équipe comme ça avec autant d'expérience qui arrive à remporter ce type de match, va falloir les sortir. Hein. Va falloir les sortir. Et il n'y a plus leur épouvantail. Donc, Et oui. Leurs 2 épouvantails, parce que les Bengals c'était aussi devenu un peu un épouvantail en playoff en tout cas. Et puis Donc, les Ravens pouvaient les faire chier de temps en temps, même si c'était pas. Voilà, mais en tout cas, ils sont. Quand tu regardes vraiment, tu nous demandes à nous en 2000. Enfin, il y a un an, tu nous mets cette affiche toutes les affiches de playoff et toutes les personnes qui sont là en playoff dans cette AFC. Je pense que personne se pose la question et tout le monde envoie les Bills au Super Bowl. Hein. Tu pouvais peut-être douter avec les Chargers, mais il y a un an, encore une fois. Ouais, mais là, je pense que voilà. Et bon, on va voir. Hein, t'as autre chose à rajouter sur ce match ou tu veux... Du côté des Jaguars, Lawrence a fait une bonne saison. Je trouve qu'il est passé un petit peu à côté de son match de playoff. Alors oui, il met 3 touchdowns à la passe, et c'est ce qui est un petit peu étrange. C'est-à-dire que sur les quarterbacks, ce qui est difficile, c'est généralement sur la red zone, donc les 15-20 derniers yards. Et lui, en fait, je le trouve hyper propre là-dessus, dans cette phase de jeu-là, où il arrive à trouver ses receveurs dans la end zone, et même en gardant le ballon 3, 4, 5 secondes, quitte même à utiliser ses jambes, parce qu'on a découvert cette année qu'il savait plutôt bien courir. Mais par contre, il lance 2 interceptions. La première, elle est quand même hyper sale. Enfin, c'est pour parler un peu technique, c'est une Tampa 2, c'est-à-dire c'est une cover 2 avec les linebackers qui reculent beaucoup plus que ce qui est attendu sur une cover 2 classique. Et il voit pas le linebacker. Quand tu regardes le replay, tu dis mais attends, comment il fait pour pas le voir, quoi. Enfin, ça semble tellement évident. Et c'est il ça a peut-être les cheveux devant les yeux, je pense. Faut qu'il arrive à se les mettre en arrière avant de mettre le casque. Mais c'est ça qui est étrange avec ce quarterback là, c'est que il est extrêmement propre en red zone, ce qui est impressionnant. Mais par contre, sur le jeu un petit peu plus classique, quand le terrain est un peu plus ouvert, il peut te lancer des saucisses comme ça, où tu dis oh attends, c'est bizarre, c'est même pas niveau NFL. Et bon, ça va être son axe de progrès encore une fois, hein, parce que ça reste un quarterback assez jeune. On a quand même vu des très très belles choses cette saison. C'est un peu dommage qu'ils n'arrivent pas à passer cette étape-là. Mais bravo à eux, bravo à cette équipe et bravo surtout au coaching staff, à Liam Cohen en premier. J'avais des gros doutes, et toi aussi il me semble, quand il arrivait avec son Duval qui nous a tous laissé un peu sceptiques. Ça nous rappelait un peu Gannon aux Cardinals. Oh mais attends, on voit de plus en plus de vidéos de Gannon aux Cardinals, c'est catastrophique. Hein. Qui est venu en voiture aujourd'hui? Vous êtes venu en voiture? Non? Bon, ok, c'est pas grave. Pas très meneur d'homme. Bon, il s'avère que Liam Cohen, en tout cas, a l'air plutôt meneur d'homme, et on voit la différence, surtout du côté des Buccaneers depuis qu'il est parti, où tu sens que c'est beaucoup plus difficile offensivement. Lui, il a vraiment apporté un souffle nouveau. Alors, j'attends de voir aussi peut-être les changements au sein du coaching staff, notamment offensive coordinateur et défensive coordinateur, qui commencent à passer des entretiens pour des postes de head coach, notamment le défensive coordinateur à Miami. J'ai vu ça tout à l'heure.
Donc à voir s'il va y avoir un petit peu un exode. Et j'espère que tout le monde va rester et qu'on va voir justement en année 2 si c'était une année un peu exceptionnelle ou si justement ils arrivent à rester un petit peu sur leur niveau qu'on a vu en saison régulière. Mais intéressant, et puis c'est cool d'avoir revu un petit peu du Travis Etienne dont on pensait qu'il était un peu perdu pour la NFL. Saison régulière et playoff, je trouve qu'il a été vraiment excellent. Donc il y a des belles pièces au sein de cette équipe. Puis en plus, ils ont une motivational speakerine dans les conférences de presse qui lui dit c'est bien Liam, tu as fait un bon taf sur cette année, c'est bravo, c'est génial. Oh ouais. La chargée de com. Ah ouais, non, mais non, officiellement, c'était une journaliste qui lui a dit c'est très bien, garde la tête haute, jeune homme, c'est très bien ce que tu as fait cette saison. Voilà, bon, il pourra, c'est bon. Maintenant, Cancun on Tree, ils sont tranquillement, ils peuvent partir. En plus, c'est pratique depuis Jacksonville, peuvent limite prendre juste le bateau. Mais les Bills, eux, vont continuer et ils vont se déplacer à Denver pour aller affronter les Broncos, qui eux étaient en bye week. Ce ne sera pas la même paire de manches pour les Bills sur ce match-là. Je pense que si les Bills font le même match qu'ils ont fait cette semaine, ils sautent. Ouais. Mais ça peut aussi être une mise en route côté Bills, sachant que les Bills, quoi qu'il arrive, seront à l'extérieur jusqu'à la fin des playoffs, puisque ils sont tête de série numéro 6 et les Chargers en 7 sont sortis. Donc eux, il leur reste encore 2 matchs à l'extérieur. Ça commence par les Broncos cette semaine. Voilà, des Broncos reposés, des Bills condouillés. Moi, j'ai peu confiance en les Bills. Je les avais mis vainqueurs du Super Bowl dans mon bracket, qui est toujours parfait. On le note quand même, c'est important. Toutes les équipes que j'avais dit sont passées. Donc, je le note parce que la semaine prochaine, ce ne sera plus du tout le cas. Ouais. Toi, tu le vois comment, ce match à venir avec... Parce que j'imagine que tu n'as pas du tout envie d'affronter les Bills en conférence. Si les Patriots passent au Divisional, ouais, effectivement, je n'ai pas très envie de rencontrer les Bills. Quand bien même ça serait à Foxborough, non, effectivement, j'ai pas très envie. Il y a des insiders des Pats qui voudraient une belle, parce qu'on est un partout en saison régulière, mais non, je suis pas ultra chaud. Maintenant, effectivement, on a évoqué le fait que Josh Allen avait fait sortir un match très propre, à mettre aussi en corrélation avec le manque de pression réalisé par la D-line des Jaguars. Ça a un peu été leur problème aussi pendant toute la saison, le fait de ne pas avoir beaucoup de sacs. Pour les Bills, ils vont rencontrer l'équipe qui a réalisé le plus de sacs pendant la saison régulière, quoi. Donc, ça va être un peu deux salles, deux ambiances pour eux par rapport à la D-line. On a vu que la O-line des Bills a été un peu en difficulté pendant la saison régulière. Si les Broncos arrivent à stopper le jeu au sol avec James Cook et à mettre la pression sur Josh Allen, effectivement, ça peut être une longue après-midi en enfer du côté de Denver pour Buffalo. Maintenant, on pensait un petit peu aussi que ça serait cette thématique-là contre les Jags. Et on a vu à un moment donné que quand les Bills commencent à avancer, ils sont inarrêtables. Et ça me fait un petit peu penser à ces Chiefs-là de 2019. La première bague remportée par Mahomes. Les meilleurs Chiefs. Les meilleurs Chiefs, en tout cas, ouais, ceux qui étaient le plus plaisants à voir, en tout cas. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur les 2 matchs de playoffs qu'ils avaient réalisés, donc Divisional et Conférence, ils étaient menés. Alors contre les Titans, c'était genre 24-0, et contre les Texans, 24-0, et contre les Titans, de plus de 10 points. Ouais, et au Super Bowl aussi, d'ailleurs, contre les 49ers. Et à un moment donné, quand le bouton il clique, qui se met en on, l'attaque, tu sentais qu'elle était inarrêtable. J'ai un peu cette même sensation pour ces Bills. C'est-à-dire que s'ils arrivent à cliquer, à se mettre bien, ils sont inarrêtables et je vois aucune défense réussir à les arrêter. Les Chiefs qui avaient tué les Texans d'ailleurs, parce que derrière tout le monde avait été tradé. C'était des haricots. C'était DeAndre Hopkins qui avait été tradé pour 2 bouchées de pain aux Cardinals. Un deuxième tour et David Johnson, alors que c'était le meilleur running back, c'était le meilleur receveur de la ligue à ce moment-là, et les Cards qui arrivent à se séparer de ce contrat dégueu. Mais ouais. Je suis d'accord avec toi, les Bills quand ça clique c'est fort. Par contre, contre les Broncos c'est compliqué de cliquer. Et c'est ce biais-là, il faut que ça clique. Ouais, et pas forcément juste que les Bills cliquent, mais que les Broncos lâchent aussi en même temps. Et ça, pour le coup, là tout de suite, j'ai un peu du mal à le voir, mais après, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu les Broncos. Parce que les Broncos. Attends, quand est-ce qu'ils ont. Ça fait 2 semaines, c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont joué. Oui, ils ont joué. Oui. Contre les Chargers, mais c'était bien l'équipe A. Ils n'avaient pas mis les remplaçants. Ouais. Mais bon, le match était assez plié rapidement dans mes souvenirs. Donc, bon. Ouais, à voir. Moi, je suis curieux, en tout cas, de ces Broncos-là en play-off. Je trouve que c'est bien de les voir en play-off. L'année dernière, ils avaient été aussi en play-off, mais... Ils s'étaient fait sortir par les Bills. Oui. C'est le revenge game.
C'était soit les Broncos, soit les Bengals, hein, si tu te rappelles l'année dernière. C'est les Broncos qui battent les réserves des Chiefs pour aller en playoff bon, bref, pour différentes raisons. Mais voilà, en tout cas, cette saison, elle est quand même bien meilleure. Je trouve que c'est très bien coaché défensivement, c'est fort, même si je trouve que c'est un peu moins fort que l'an dernier, mais ça reste quand même toujours très très fort. En fait, c'est plus, je trouve que c'est plus réparti que l'année dernière, où il y avait plus des individualités. Là, tu as l'impression que tout le monde est au même niveau, qui est très très haut pour le coup. Offensivement, bon, bah, c'est toujours fort. Hein. C'est toujours fort, même si ça. T'as l'impression qu'ils ne se sont pas améliorés par rapport à l'année dernière, mais qu'ils sont meilleurs. Oui. Oui, et je pense que sur ce match-là, ça va beaucoup dépendre de deux hommes. Le premier est le quarterback, ça me semble évident quand on est en football américain, Bo Nix, et R.J. Harvey qui est rookie. C'est peut-être ça qui me fait un petit peu peur, parce que sur le jeu aérien, les Bills, ça a l'une des meilleures défenses aériennes, aussi étonnant que cela puisse paraître quand tu vois les saisons précédentes où ils se faisaient quand même assez ouvrir. Là, cette saison, c'est quand même très solide. Si les Broncos n'arrivent pas à mettre en place le jeu au sol, ça veut dire qu'ils devront passer par le sol. S'ils n'arrivent pas à mettre leur attaque aérienne en route, et ça veut dire qu'ils devront passer par le sol. J.K. Dobbins, il est blessé pour toute la saison, donc ça va reposer sur R.J. Harvey et potentiellement les jambes de Bo Nix, parce qu'on a vu qu'il savait courir plutôt bien. Donc voilà, ça veut dire que en attaque, tu te reposes sur un sophomore et un rookie. Bon, bah, on va voir, hein. On va voir si c'est solide. C'est risqué, mais bon. Après, Bo Nix, moi j'avais oublié que c'était un sophomore tellement je trouve qu'il joue comme un vétéran, un peu comme Drake May, hein, côté qui est aussi sophomore. Drake May, on est Oui, d'accord. c'est la même classe. Ouais. Avec Caleb Voilà. Williams. Oui. C'est vrai que t'as quand même pas mal. T'as une belle escouade. Hein. T'as une belle escouade. On oublie un peu Jayden Daniels qui était rookie offensif de l'année dernière. Ouais, lui, il a été blessé toute la saison. Oui, c'est solide. C'est très solide. C'est un peu normal. Et Michael Penix aussi. Et JJ McCarthy. En fait, c'est Et vraiment. qu'on va vite oublier. fallait tomber au bon endroit quand même. Et Spencer Rattler aussi, ne l'oublie pas. Ouais, Spencer Rattler, c'est un 5e tour. T'es un enfoiré, mais ça, on le savait quand même déjà. Tu vois, donc il n'y a pas de doute. Et c'est toi qui parles des Saints au final, tu vois. T'es là, on est tous là, ouais, Thibaut. Vas-y, c'est bon, t'arrives à me sortir Spencer Rattler sur un épisode de Divisional Round. Bon, voilà quoi. Aïe. Bon, allez, on va passer au match. Un prono sur le match entre les Broncos et les. Ou on se les garde pour la fin. Ah oui, parce qu'on a dit Rams tous les deux sur le match d'avant. Oui, Non, j'ai t'as rien rien dit. Non, j'ai rien dit. Non. Bah, tu Bon, dis allez. quoi? Je dis Bears à domicile et je dis Broncos à domicile. Ok. Moi, je dis Bears et Bills. Rams et Bills, pardon. Rams et Bills. Reste sur mon bracket. Parce qu'attends, je vais le remettre à l'écran parce qu'il est toujours parfait. Donc le voilà, quoi. Voilà. Pour un peu faire la prédiction. Ah, tu teases déjà les 2 prochains matchs, ces matchs. Je tease. Bon, après, non, je tease pas. Moi, je bois pas d'alcool. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, match suivant. C'est les Niners contre les Eagles. Les Niners qui sont revenus dans le dernier quart et qui ont battu les Eagles 23-19. Si vous avez regardé Monstres et compagnie, vous savez que c'est une alerte à la chaussette. Mais en attendant, le offensive coordinator des Eagles s'est fait virer. Non, il n'est pas viré. Arrête. Ça, il est toujours dans l'organigramme. Il va avoir un rôle différent, mais il n'est pas viré, Kevin Patoul. Ouais, d'accord. Ouais, il est mis au placard, quoi. Tu sais, c'est comme en entreprise, tu sais, quand tu as les problèmes de management, hop, tu le fais passer à une strate supérieure, mais il a plus de personnes à gérer. Mais c'est mieux pour l'équilibre. Tu vas être plus consultant. Dans Tu vas aller consulter. On ne sait pas quoi encore. On va trouver ce que tu consultes. On ne sait pas encore ton expertise, mais t'inquiète pas. On va trouver. Les 49ers, avec encore des blessés qui arrivent quand même à fonctionner. Kyle Shanahan n'a pas assez de fleurs, je trouve, sur cette saison, sur ce qu'il arrive à faire, ce qui est quand même monstrueux. Il n'est pas dans les discussions, j'ai l'impression, mais ce qu'il arrive à réaliser, c'est absolument fou. Il y a Fred Warner qui a qui va revenir, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais en tout cas, sa fenêtre d'hier a été ouverte. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce match-là? Des Eagles qui partent en cacahuète, des Niners qui restent, les deux. Toi, je sais que tu as mis les Niners, et en fait, dans l'absolu, par rapport aux Eagles, s'ils avaient rencontré une toute autre équipe, pas les Niners, je les aurais mis en défaite. Mais effectivement, les Niners, avec leur quantité de blessures, je me suis dit, ça va être quand même hyper dur de passer sur le terrain de Philadelphie. Bon, en fait, ils se sont sabordés tout seuls, en fait, hein, comme des grands. Bravo aux Eagles, encore une fois.
tu sais pas trop ce qui se passe. Enfin, pour parler juste de la dernière action, de la 4e et 6 ou 8 de mémoire, ils prennent un temps mort pour parfaire leur schéma de jeu et tu vois la tête de Sirianni, donc le head coach, tu vois la tête de Hurts et tu te dis, mais en fait, ils savent déjà que le call est nul de la part du coordinateur offensif. Ils le font quand même. Bah, au final, il se passe ce qui doit se passer. Hurts est obligé de lancer en triple coverage. Bon, bah, effectivement, c'est pas catché par le receveur, mais en même temps, c'est pas illogique. Maintenant, franchement, je trouve que Hurts a essayé de s'en sortir avec le matos qu'il avait et avec les schémas de jeu et les appels qu'on lui a donnés. Il a vraiment pas été aidé par AJ Brown, dont je pense que les supporters des Eagles espèrent que c'était le dernier match sous le maillot. Devonta Smith, je trouve aussi qu'il a raté pas mal de réceptions. Voilà, il y a eu un tout qui a fait que cette attaque s'est un peu délitée au fur et à mesure du match. Saquon Barkley il sort malgré tout un super match, un 26 portés, 106 yards. Il n'a pas fait beaucoup de matchs à plus de 100 yards et en playoff, il a réussi à en faire. Mais un peu triste de la prestation, surtout en deuxième mi-temps de la part de ces Eagles, parce qu'il y a quand même eu des interceptions, notamment de Quinyon Mitchell, qui ont fait 2 dans le match, qui remettaient plutôt haut sur le terrain cette attaque des Eagles, et au final, ils s'en sortaient qu'avec des field goals. Ça a laissé dans le match les Niners, et puis il y a eu un peu de magie aussi sur le triplet, donc lancé par Jawan Jennings pour Christian McCaffrey, absolument sublime. Ce jeu est absolument incroyable. Surtout la réception, où je me dis que dans la ligue, il y a très peu de running backs qui sont capables de le faire. J'en ai que 2 en tête, et l'autre, c'est Jahmyr Gibbs. Et même en termes de receveurs, je ne suis pas persuadé qu'il y ait 20 receveurs au-dessus de McCaffrey pour faire ce type de réception. Donc, uniquement. Mais après, trop petit en taille, donc il faudra vraiment qu'il s'allonge un petit peu. Mais non, très costaud. Écoute, Purdy fait 2 interceptions. Attends, juste pour revenir sur l'attaque des Eagles, parce que t'en parlais tout à l'heure et après je vais zapper. Tu parlais du dernier play. Je vous invite à aller voir cette chaîne sur Instagram qui est @film.watchers1 qui fait un débrief du dernier play des Eagles, avec notamment la gestion du chrono, qui fait que s'ils avaient eu le temps de voir les motions, ils auraient vu la cover. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont fait le pire play qu'ils auraient pu faire avec la défense qu'il y avait. Et c'est absolument cata. On le disait depuis le début de la saison que les Eagles offensivement c'était catastrophique, que la perte de Kellen Moore leur avait fait beaucoup de mal. On ne pensait pas que ça allait leur faire autant de mal au moment où il avait été signé, aux Saints notamment. Coucou, x2. De toute façon, j'allais te lancer en disant il a signé où déjà? Voilà, donc voilà. Alors on a vu des belles choses aux Saints cette année. Coucou Thibaut. Mais on l'a vu dès le début que ça allait être compliqué. Mais les Eagles, on pouvait penser que ça allait se remettre dans le bon sens. Ça l'a pas fait du tout. Et donc ça a été catastrophique. Voilà. Je te laisse retourner sur les Niners et Jawan Jennings qui a fait son 2e match avec un passer rating absolument parfait en NFL en playoff. Il y en a plusieurs des receveurs qui ont un passer rating parfait en playoff. Ça, oui, mais lui, sur plusieurs matchs, je crois que c'est le seul avec Peyton Manning. Hein, donc, de l'histoire. Donc, attention. Hein. Les hommes mentent pas les chiffres. Non, après, au-delà de ça, je trouve que Purdy, il y a quand même une interception qui est assez sale. La deuxième, j'ai quand même l'impression que Quinyon Mitchell, il accroche bien le bassin du receveur adverse qui aide quand même à la deuxième interception. Dans d'autres matchs, notamment sans régulière, ça aurait pu siffler comme une DPI, comme on dit, une defensive pass interférence. Mais au-delà de ça, quand même, 2 touchdowns, notamment le dernier pour la gagne à quelques minutes de la fin. Il a été solide. Mis sous pression, mais pas forcément saqué. Un seul sac sur ce match-là, ce qui un petit peu étonnant quand même quand tu vois cette défense, notamment cette D-line des Eagles, qui a quand même, je trouve, été assez décevante, notamment Jalen Carter, qu'on n'a pas trop vu. Mais écoute, ouais, je sais pas où ils vont s'arrêter, en fait, parce que tu les crois morts depuis déjà plusieurs semaines. Là, encore une fois, sur ce match-là, au tout début du 3e quart, ils perdent George Kittle, ou du 2e quart, pardon, ils perdent George Kittle. C'est pas grave, ils ont des Marcus Robinson. Ah, je voulais te lancer là-dessus. Demarcus, tu l'avais call depuis 2 ans déjà, très fort. Mais non, et puis à côté de ça, tu as un Jake Tongis qu'on a vu pendant la saison régulière qui sort encore un bon match en tant que tight end. Tu as l'impression qu'il trouve toujours des solutions. Donc, écoute, voilà, vous connaissez un petit peu mon affection pour cette équipe-là. Je m'en suis jamais caché. J'aime beaucoup ces 49ers. Bon, s'ils vont au Super Bowl, qu'ils le gagnent sans Kittle, ça me fera un petit pincement au cœur. Mais bon, au moins, Shanahan aura sa bague avec cette équipe-là. Et je trouve que par rapport à tout ce qui monte depuis de très nombreuses années,
Ça serait mérité quand même. Mais bon, il y a encore beaucoup d'étapes avant d'arriver, ne serait-ce qu'au Super Bowl. Ouais, et ben la prochaine étape, c'est les Seahawks qui, dans donc cet affrontement inter-NFC West, puisqu'il y a 3 équipes de NFC West sur 4 quand même. Hein. Les Bears, c'est le dernier bastion avant la fin. Donc ce match Niners Seahawks qui on n'a pas parlé du match juste Bill Broncos, c'est le premier match, hein, c'est le match samedi à 22h30 et Niners Seahawks c'est le match qui suit à 2h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai aucune certitude sur ces 2 équipes pour ce match-là et pour moi c'est pas un pile ou face mais c'est tout comme dans mon point de vue en tout cas. Je sais ce qui est bon côté Seahawks, c'est la défense. Mais je sais aussi ce qui est moins bon côté Seahawks. Et surtout, j'ai hâte de voir l'attaque dans un environnement playoff. Ouais, complètement. Et en plus, on sent du côté des Seahawks qu'il y a une vraie baisse de régime offensivement. Ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ces équipes-là. C'était en week 18, donc c'est vraiment très très récent. Et il y a eu 13-3 pour les Seahawks. Donc, pas une orgie offensive, loin de là, bien sûr. Cette défense avait réussi à stopper les 49ers. Je vais un peu paraphraser ce qu'a dit Clément, donc c'est celui qui tient le compte sur Twitter Seahawks France, qui disait c'est peut-être le pire match-up pour eux parce qu'ils se sont rencontrés en week 18, ils ont une semaine de repos, ils vont les réattaquer en playoff. Et en fait, défensivement, ils vont devoir s'adapter en temps réel, en fait, pendant le match, là où les 49ers, ils vont avoir une semaine pour justement se repréparer à rencontrer cette équipe-là. Les Seahawks, ils ne sauront pas, en fait, sur quel pied danser par rapport aux 49ers. Est-ce qu'ils vont proposer le même plan qu'ils ont proposé en week 18 ? Est-ce qu'ils vont partir sur un autre plan de jeu ? Voilà, donc c'est peut-être la pire confrontation pour les Seahawks, effectivement, pour leur début en playoff. Maintenant, du côté des 49ers, on voit que s'il y a une énorme faiblesse défensive, c'est le fait d'arriver à mettre la pression et de faire des sacs. C'est la pire équipe en saison régulière en nombre de sacs. C'est assez étonnant de le dire, surtout quand c'est coaché par Robert Saleh. Mais effectivement, on a vu des grosses failles tout au long de la saison régulière et de la même manière contre les Eagles. Si Sam Darnold arrive à encore avoir du temps dans sa poche et que défensivement également, le run-stop arrive à être un petit peu moins performant, en tout cas, les running backs des Seahawks arrivent à trouver des brèches. Bon, les Seahawks auront probablement match gagné parce que défensivement, je ne les vois pas prendre plus de 3 touchdowns, donc 21 points. Et je suis généreux en le disant, je pense. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que les Eagles, c'est quand même pas la pire défense et ils leur en ont mis 23. Ouais. C'est sûr. Je saurais non, pas. Là, ils auront un plan qui sera sans Kittle en plus. Ce qu'ils n'avaient pas du tout au match précédent et je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes sur Kittle face aux Eagles. Bon, là, il va falloir préparer et je sais pas. Je pense que pour le coup, moi, en prono, je vais rester sur les Niners, ce que j'avais dans mon paquet avant. Important de signaler. Toujours parfait. Je vais rester dessus. Hein. Je vais garder les mêmes pronos, tout pareil. Mais les Niners, c'est. Moi, je suis impressionné en fait sur ce qu'ils arrivent à faire. Déjà, je les voyais pas en playoff. Ensuite, à 12-5, jamais de la vie. Et en fait, de manière, il fallait ça pour aller en playoff. Hein. Non, parce que les Packers y étaient aussi. Mais 12-5, là, tu joues les Seahawks, c'est un match de division. Je trouve que tout ce que tu peux penser sur le home field advantage, etc., tout ça, ça part à la poubelle parce que c'est un match de division. Donc, non, moi, j'ai hâte de voir ce match pour le coup. Et Et puis, de la même manière, on verra, on en a parlé tout au long de la saison de ces Seahawks qui sont impressionnants défensivement. Offensivement, il y aura toujours l'incertitude Sam Darnold. On l'a vu en playoff au moins une fois. Je pense que c'était sa seule apparition. Il a complètement explosé. Donc, à voir ce que ça va donner. En fait, la principale interrogation de Seattle, c'est le niveau de Sam Darnold. T'es pas à l'abri qu'il fasse un match avec 4 interceptions, 0 touchdown. Et à ce moment-là, les Niners, je pense qu'ils seront quand même en bonne position pour remporter ce match-là et aller en finale de conf. Donc, s'il fait un match en 0-4 et qu'il ne gagne pas, il faudra se poser des questions offensivement quand même. Ça voudra dire que la défense des Seahawks aura fait un match vraiment all-time. On a 2 équipes qui ont fait de superbes matchs défensifs. Si les Seahawks en 0-4 arrivent à gagner quand même le match, faudra laisser le taper. Exactement. En prono sur ce match du coup, PA ? Écoute, j'avais dit les Eagles et c'est les Niners qui ont gagné, donc je vais continuer Seattle en espérant que les Niners passent. C'est beau. La confiance en tes copains. Je l'espère. J'espère vraiment pour eux.
Allez, on va passer à l'avant-dernier match. Et là, on passe au match un peu plus chiant. Enfin, pas plus chiant, mais On se les comprend. matchs où il n'y a pas eu trop de matchs, en fait. Donc, le premier, c'est les Chargers contre les New England Patriots. Alors, 16 pour les Patriots, 3 pour les Chargers. Et je t'avoue, je me rappelle même pas comment ils ont mis 3 points. Les Chargers, tellement ils n'avaient pas le temps d'avancer. Justin Herbert a été saqué 6 fois. Et ça donne l'impression que c'était beaucoup plus. Mais 6 fois quand même, il avait le temps de rien. Offensivement, en fait, il a couru plein de fois et c'est pour ça qu'il n'a pas été saqué. Parce qu'il lance la balle 31 fois et il court 10 fois aussi. Hein. Donc, il a fallu s'extirper de cette ligne offensive qui était absolument catastrophique. Et côté Patriots, bon, un match clean sans plus, quoi. C'est défensivement surtout où ça a impressionné. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les 4 premiers matchs de playoff, on a quand même été extrêmement gâtés parce que ça se jouait à chaque fois dans les 2 dernières minutes. Et bon, les 2 derniers, ça a été plié peut-être un petit peu plus rapidement. Après, quand même, Surtout que c'était des matchs à 2h du matin. Hein, ouais, de la nuit, ouais. Donc, et celui-là, je me suis réveillé pour le regarder. Tu m'as dit après le lendemain, tu t'es pas endormi? Non, c'est bon, j'ai réussi à résister. Mais après, le match n'était pas fait parce que jusqu'à la fin du 3e quart, il y avait 9-3 pour les Patriots. Donc, il y avait encore cette possibilité des Chargers de revenir, mais c'est vrai qu'ils ne donnaient pas du tout l'impression de pouvoir revenir, justement. Quand ton problème, c'est la ligne offensive, tu reviens rarement. Hein. Ouais, effectivement. Et l'inoffensive déjà pour protéger le quarterback et encore plus pour ouvrir des brèches pour le running back. Bon, effectivement, ça veut dire qu'il faut un exploit défensif, un fumble recouvert, une interception, un pick six ou ce que tu veux, parce qu'ils ont réussi une interception, mais derrière, là, dans les 5 yards adverses, et l'attaque n'a rien fait. Ils ont tenté 4 tentatives. Là aussi, je pense que c'était une erreur de coaching et ils n'ont rien fait. Donc, effectivement, très, très compliqué cette attaque des Chargers. Tu disais qu'il a couru pour sa vie, mais en fait, c'est un beau récapitulatif de la saison des Chargers, malheureusement, pour Justin Herbert. À titre personnel, je ne suis pas ultra fan de la narrative de dire « Ah ben vous voyez, c'est le 3e match, 3e défaite, il n'a rien fait. » Ouais les gars, mettez-vous derrière cette O-line, on appelle des croque-morts, quoi. Donc déjà qu'il soit vivant, c'est un peu une réussite pour lui, je trouve. Franchement, il s'est pris des coups, mais tout au long de la soirée, tu l'as dit, la défense des Patriots, ça a été assez monstrueuse. Qui ne reflète pas du tout le niveau en saison régulière et les appels de jeu non plus, parce qu'ils ont énormément blitzé, quasiment plus de 60% pendant le match, là où en saison régulière, c'était entre 30 et 35. Donc, ils ont vu qu'il y avait une faille. Bon, ils se sont dit, autant y aller à fond, quoi. Et le pauvre Justin, c'est vrai que sur le 4e carton, ouais, j'avais mal pour lui. Même moi, sur mon canapé, j'avais vraiment mal pour lui. Maintenant, je trouve qu'il a quand même raté quelques lancers. Manque de précision, lié aussi à cette pression, bien évidemment. Donc, bon, à voir la saison régulière, c'est l'équipe qui a le plus de cap space pour attaquer la free agency. On n'en a pas parlé pour les équipes qui sont éliminées. Je fais moi un petit laïus là-dessus pour les Chargers. Ils savent sur quoi ils doivent se pencher. Il y a des bons gardes. Ouais, et Tygan pour protéger les extérieurs. Ça va être l'intérieur de la O-line. Hein. Il n'y a que ça. Et après, j'ai regardé un petit peu les free agents. Il y a des bons gardes quand même à prendre. Du côté des centres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, à voir la draft. Par contre, il y a Linderbaum, je crois, qui est dispo. Donc, il va falloir vraiment lâcher du cash pour renforcer cette O-line et laisser du temps, enfin, à Justin Herbert pour pouvoir lancer proprement des ballons. Du côté des Patriots, effectivement, tu l'as dit, c'était un match, bon, un petit peu sur courant alternatif. Maintenant, je trouve que l'attaque a plutôt bien avancé, surtout en 2e mi-temps, où May fait un 14/16, je crois, à la passe. Et tu parlais de rating, justement, de Jawan Jennings. Je crois que May, il finit à 140 points en rating, en 2e mi-temps, j'entends. Donc, extrêmement solide. Sa passe de touchdown est millimétrée. Elle ne peut pas être plus parfaite que ça, parce que ça passe au-dessus de la main de Darwin James et juste avant le corner qui arrive pour mettre une cartouche à Hunter Henry. Maintenant, il y a aussi eu des fumbles. J'ai trouvé une O-line très fortement mise en difficulté. Tu disais 6 sacs pour Herbert, mais il se fait quand même plaquer 5 fois. 3 sacs pour Drake May, pardon. Vas-y, May, comme si tu disais... But. Drake But. Drake But. Mais gros match de Odafe qui va lui être free agent à la fin de la saison, donc le defensive end avec 3 sacs. Quand tu sais le match qui attend les Patriots en divisional, bon, va falloir travailler un petit peu la protection de passe. Maintenant, voilà, je trouve que
sur le jeu de course, a trouvé quand même son rythme plutôt bien. Stevenson, seulement 10 portées, 53 yards, mais très utile sur la pass protection. Il a aussi été ciblé par Drake May. Et je te dis, en deuxième mi-temps, bon, il y a les fumbles qui ne doivent pas être réalisés, mais si tu les enlèves, je pense que le score, il n'est pas de 16 points, il est un petit peu plus élevé. Donc, il y a des choses quand même rassurantes pour ces Patriots-là pour attaquer le divisional. Bon, et puis défensivement, il va falloir rester à ce niveau-là, parce qu'il va falloir aider cette attaque quand même. Donc, non, c'est plutôt intéressant ce qui a été montré. Et puis, on a senti une énergie du côté du Gillette Stadium qui n'avait pas été connu depuis de nombreuses années. Il y a eu quelques chansons, on parlait ensemble sur une des émissions précédentes de Bon Jovi. On sait que c'est un chanteur qui est fan des Patriots, ça a été relancé dans le stade. Donc, voilà, on sent qu'il y a une atmosphère un petit peu... un petit peu positive. Donc, hâte de voir le prochain match de leur côté. On va aller voir contre qui ils vont jouer, puisque les Texans ont joué les Steelers, qui eux n'ont pas joué. 36 pour les Texans, une rouste. Voilà, une rouste alors que ton QB est pas bon. Ce qui est quand même assez fort. Enfin, pas bon. Moi, je le trouve pas bon. On peut le dire. Ouais, ok, d'accord, ça me rassure. Voilà, donc ça fonctionne. 36, ça monte. Alors défensivement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une prestation défensive aussi impressionnante. Potentiellement l'année dernière, justement, les Texans contre les Chargers qui avaient encore une fois mis la misère à ce pauvre Justin Herbert. Mais non, ultra fort, ultra solide et on l'évoquait, c'est pas une équipe qui va cacher ses schémas de jeu, tu vois, comme un peu les Chargers avec leur coordinateur défensif Jesse Minter qui va montrer un peu, tu vois, un blitz alors qu'en fait, non, c'est pas un blitz, c'est une attaque à 3 ou à 4 défenseurs. Là, les Texans, ils cachent rien. Ils disent, bon, bah les gars, on va vous attaquer à 4, on va vous en mettre plein la gueule, mais arrêtez-nous. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à gagner un match. Et si tu nous arrêtes pas, on va t'éclater la tête en fait. Et c'est assez impressionnant parce qu'il joue quand même beaucoup de cover 1, donc c'est-à-dire vraiment le cornerback qui suit le receveur adverse. Mais en fait, quand tu es cornerback dans cette équipe, mais ça doit être tellement génial parce que tu sais que allez, tu dois suivre ton receveur 2 secondes et demie. Donc en fait, ça laisse pas beaucoup de moves au receveur pour tenter, tu vois, ce qu'on appelle par exemple un stop and go, donc faire semblant de revenir, en fait, de repartir. Parce que tu sais que s'il fait ça, de toute façon, quarterback, il n'aura pas le temps de lancer, il se fera saquer. Donc ça doit vraiment être génial d'être cornerback dans cette équipe. Les schémas de jeu sont ce qu'ils sont, mais ils fonctionnent. Tout le monde joue à la perfection. Les tight ends, tu vois, quand tu as un corps de tight end avec Henry To'oTo'o et Aziz Al-Shahir, tu peux te dire, bon, est-ce que c'est la faiblesse ? Le match de zinzin les matchs de zinzin qu'ils ont fait justement. Il est en train de dire que Dalton Schultz c'est le meilleur tight end de la ligue ou Mais le match de zinzin qu'ils ont fait contre le jeu de course contre les running backs des Steelers et tous les jeux de passe qui ont pu passer dans leur zone, ils ont tout arrêté quoi. Donc prestation effectivement défensive parfaite. Tu peux rien leur reprocher. Ils mettent 2 touchdowns défensifs, un pick six et un fumble recouvert. Donc, au final, effectivement, les Texans, ils mettent 30 points, mais c'est 14 défensifs aussi, quoi. Donc, si la défense n'est pas à ce niveau sur les prochains matchs, parce que potentiellement, ils passeront le divisional, potentiellement, ils iront en finale de conf. Ouais, mais sur 3 matchs, réussir à faire ce genre de prestations défensives, historiquement, c'est pas évident. J'ai en tête les Broncos, et ça date d'il y a 10 ans déjà. Donc, c'est vraiment pour réussir à réaliser ce type de prestations match après match. Ouais, faut quasiment être historique. Donc, à voir ce que ça va donner. Je te rejoins sur CJ Stroud. Un touchdown, une interception. Elle est assez vilaine en plus sur l'interception parce que c'est en zone rouge. 2 fumbles perdus aussi. Ouais, c'est ça. Et 5 fumbles surtout, dont 2 perdus. Donc, bon, du côté positif, ils arrivent à recouvrir leur propre fumble. Tant mieux. Et il faut faire attention sur les matchs suivants parce que s'il y a des fumbles à répétition comme ça, alors pourtant, c'est un quarterback qui arrive à protéger plutôt bien le ballon. Donc, on peut estimer que c'est un match sans. Mais s'il en perd autant sur le prochain match, ouais, je suis pas certain qu'ils arriveront à garder aussi bien l'attaque à 6 points, en fait. Donc, il faudra faire attention. Et Christian Kirk, bravo à lui, 8 réceptions, 144 yards. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je trouvais qu'il était énormément pris par Kyle Duggar. Et en fait, si tu te remémores un petit peu le trade qui a été fait pendant l'intersaison, Minka Fitzpatrick qui a été échangé
pour Ramsey et Jonnu Smith. Pardon, du côté des Steelers. Bon, bah, du côté des Steelers, ça n'a pas été très bon, quoi. Ça n'a pas été très bon de ce côté-là, sur les safety. Parce que je rigolais par rapport à Christian Kirk, parce qu'il a été énormément pris justement par Duggar. S'il avait été pris par Fitzpatrick, bah, je ne suis pas certain qu'il aurait fait 144 yards et un touchdown, quoi. Donc, les Steelers ont tenté quelque chose. Ramsey, il n'a pas fait un très bon match. Et Jonnu Smith, il a été transparent. Je pense que Fitzpatrick, dans cette équipe, aurait mieux fait. Puis Fitzpatrick, là, il est tranquillou à Cancun. Ah là, ouais. Là, c'est tranquille. Les Steelers, quand même, il faut en parler, ont vu la démission de Mike Tomlin. Donc, ils ne l'ont pas viré. C'est important pour les prochaines années. Puisque si Tomlin veut recoacher, il faudra trader avec les Steelers. Ouais. Qui gardent les droits de Tomlin. À voir comment ils font et ce qu'ils en font. Mais voilà, du coup, démission. Ils vont être au 4e head coach depuis 1970. Voilà, c'est quand même une grosse stabilité du côté des Steelers. Donc là, ça y est, c'est fini. Hâte de voir ce qu'ils vont faire quand même. Et je pense que, petit hot take, à moins de prendre quelqu'un d'assez vétéran, je pense que le coach ne survit pas une année. Je pense qu'il fait une année et il se barre le prochain. Il y a des belles perspectives quand même du côté des Steelers. Alors, il y a l'interrogation du quarterback, effectivement, et c'est quand même... T'inquiète, il y a Will Howard. Bien sûr. C'est le poste le plus important, en tout cas, dans le domaine offensif au football américain. Donc, c'est quand même un élément très important à considérer. Mais ils ont quand même pas mal de tours de draft. Ils ont 4 picks dans les 100 premiers picks. Donc, je pense qu'ils ont une possibilité, justement, d'apporter du 109. Maintenant, quid d'Aaron Rodgers, quid de Cam Hayward, leur D-tackle, parce que c'est quand même 2 pièces essentielles, offensives et défensives. Donc, il y a des vraies interrogations. C'est une intersaison qui va poser effectivement beaucoup de questions, parce que changement de head coach et peut-être changement majeur aussi dans les escouades. Donc, à voir. Écoute, tu vois, de la même manière que je trouve que AJ Brown a un peu lâché Jalen Hurts, je trouve que DK Metcalf a un peu lâché Aaron Rodgers à des moments dans le match quand même extrêmement importants. Je pense à une réception longue où il drop le ballon alors que pendant la saison, la connexion se faisait bien et peut-être que ça aurait mis les bons rails les Steelers. Il y a eu pas mal de drops de Metcalf cette saison. Hein. Il n'est pas au top. Et tu vois, parce que dans un match de playoff, tu es targeté 5 fois alors qu'il faut lancer la balle à tout va. Tu es targeté autant que Marquez Valdez-Scantling. Tu connais Rodgers et MBS, c'est la connexion. Oui, je veux bien, mais 6 fois pour Calvin Austin. Enfin, tu vois, il y a du... Bon, il y a peut-être 6 fois pour Gainwell. Après, c'est autre chose. Gainwell, c'est plus pour sauver Rodgers du sac. Mais quand même, un peu de mal. On va parler du match, du coup, le prochain. C'est les Texans, du coup, qui vont à Foxborough pour affronter les Patriots. En fait, pour moi, si Stroud fait un match correct plus, je vois pas une chance des Patriots. Mais on n'a pas vu un match correct de CJ Stroud depuis un bon moment. Je suis d'accord et je vais juste ressortir une stat pour les Steelers. C'est donc la 7e fois consécutivement qu'ils se font sortir en playoff sans avoir gagné un seul match. La dernière victoire en playoff, c'est 2016. C'était administration Obama. J'ai entendu ça dans un podcast américain, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, au niveau des présidents, c'est 4 ans, c'est pas 5 ou 7 comme on a pu vivre en France, mais c'était administration Obama. Donc, ça fait du coup 3 administrations présidentielles que les Steelers ne remportent pas de match en playoff. Voilà, ça c'était pour la stat. Donc bon, la mise en retrait de Mike Tomlin, je pense que c'est d'un commun accord avec... j'ai cette impression-là en tout cas, que c'est d'un commun accord avec le general manager, le président, je ne sais pas trop qui prend cette décision, mais bon, je pense que c'était un peu nécessaire du côté des Steelers. Ouais, je me permets, la dernière victoire en playoff des Dolphins, c'était Bill Clinton qui était... Oui, c'était 2000. Oui, c'était... c'est l'équipe avec la victoire la plus lointaine en playoff, les Dolphins. J'ai vu un diagramme passer et tu as les Dolphins. Après, je sais plus, je crois que c'était 2006, l'autre équipe, je ne saurais pas dire qui c'était. Peut-être les Jets. Non, parce que les Jets avaient tapé étaient allés en finale de conf en 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. En 2009-2010, ça fait longtemps quand même aussi. Hein. Il y a plus d'une décennie, ouais. Mais oui, exactement. 2000 pour les Dolphins. Donc Texans Patriots. Du coup, le match génial, puisqu'il est à 21h, PA, tu pourras dormir plus tôt. Ah, grave. Dimanche à 21h. Ça fait du bien, ça. Ça, c'est bien pour toi. Ça, c'est bien pour moi. Je vais quand même pas pouvoir crier dans mon salon parce que j'aurai un enfant qui va dormir, malheureusement. Mais
Mais écoute, non, ça va être un match intéressant entre, je dirais force contre force et faiblesse un peu contre faiblesse, si on veut parler de faiblesse, mais l'attaque des Patriots qui a quand même très bien tourné en saison régulière, qui a eu, comme on l'évoquait, un petit peu plus de mal, mais quand même, ils mettent 16 points contre une très très bonne défense des Chargers. Moi, je ne veux pas minimiser justement cette défense-là. Et effectivement, si, comme tu l'as évoqué il y a quelques minutes, si on a un CJ Stroud qui fait un peu le même match qu'il a réalisé contre les Steelers, ça laissera une opportunité pour ces Patriots de gagner. C'est un match à domicile, comme je l'ai évoqué, il y a une énergie du côté du public et on sait que ça peut être un peu déstabilisant parce que j'ai pas dans l'idée que du côté des Texans, ils aient une fanbase énorme, même à domicile. Mais on sait que le Gillette Stadium, c'est un stade qui est quand même assez compliqué à aller prendre. Donc ouais, je suppose que les Texans sont favoris de ce match-là. Pour moi, ça serait plus 50-50, voire même un 51-49 pour les Patriots, parce que je suis pas sûr justement qu'ils rééditeront la première mi-temps qu'ils ont fait justement contre les Chargers, où c'était aussi, on l'a évoqué, mais le premier match en carrière de playoff de Drake May et de Trevion Anderson, enfin voilà, de quand même pas mal de joueurs au niveau offensif. Je me dis qu'ils l'ont quand même passé. Maintenant, ils ont l'expérience, ils vont moins avoir cette pression-là, justement, de se dire, c'est le premier match, en plus à domicile, il va y avoir de l'attente. Là, il va y avoir de l'attente, mais ils ont cette expérience-là du match gagné. Et effectivement, on connaît les forces défensives, notamment de ces Texans. Je pense que les Patriots ont cette chance-là d'avoir un coordinateur offensif qui peut sortir des bons plans de jeu, donc Josh McDaniels, qui a déjà fait ses preuves, avec un autre quarterback il y a quelques années du côté des Patriots, bien sûr. Et je pense qu'il peut cook. Ryan Hoyer. Exactement, et Matt Cassel. mais je pense qu'il peut vraiment sortir un plan de jeu qui va déstabiliser cette défense des Texans. On l'a vu, ils ne sont pas imperméables non plus, parce que contre les Colts, ils se sont pris plus de 25 points. Contre Raleigh Leonard, voilà, pour poser aussi. Ils avaient la tête en play-off, les Texans. Peut-être, mais effectivement. Ils savaient qu'il fallait perdre pour jouer les Steelers. Donc ils se sont dit. Ils ont gagné ce match-là. Ils ont gagné. En fait. Ouais, et c'est pour ça qu'ils étaient 5e seed. Et heureusement pour eux, parce que je pense que le match contre Jaguars, sinon, ça aurait été une autre paire de manches également. Mais voilà, écoute. Je pense que ça peut être un match très défensif, encore une fois, comme on a pu voir justement sur leur opposition respective en wildcard. Et à ce petit jeu-là, j'ai un petit peu plus confiance envers l'attaque des Patriots. Maintenant, ça va être une guerre de turnover. Et il va pas falloir perdre beaucoup de ballons. Et Drake May nous a montré sur le match contre les Chargers qu'il perdait beaucoup de ballons quand il était sous pression. CJ Stroud également. Donc, il va falloir aller taper dans la main du quarterback, aller essayer de fumbler. S'il peut y avoir une interception, autant la prendre pour l'une ou l'autre équipe. Mais ça va jouer là-dessus, je pense. Du coup, tu pars plus sur les Patriots. Je suis confiant pour les Patriots, exactement. Donc, tu pronostiques les Patriots. Je pronostique les Patriots. Oh là 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 là. Je les ai pronostiqués jusqu'au bout, tant qu'ils ne perdent pas. Tu sais, j'ai le petit espoir, et je sais que je vais être triste à un moment donné, parce que j'espère qu'ils iront au bout, mais bon, peut-être que non. Mais là, j'ai l'espoir, et c'est mauvais. C'est mauvais quand il y a l'espoir. Moi, tout ce que je veux pas, c'est une finale Rams-Patriots. Je l'ai eu une fois, je suis traumatisé. Donc, ouais. Il veut pas. Moi, je reste sur les Texans. Pour le coup, défensivement, je pense que ça peut faire le taf. Ouais. Mais offensivement, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Vas-y, moi, je reste sur tous mes pronos originaux. Tu vois, c'est bon. Non, mais je meurs avec mes idées. Je pense très sincèrement que, alors on parle beaucoup de Will Anderson, mais je pense vraiment que la meilleure acquisition des Texans sur les 3 dernières années, c'est Daniel Hunter. Il te fait des saisons régulières monstrueuses, il fait encore des playoffs monstrueux, et surtout, ça enlève du double teamage, si on peut l'appeler ainsi, pour Will Anderson, et du coup, il est souvent en 1v1. Hein. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Choisis ton poison, et la D-line intérieure est ultra impressionnante, parce qu'ils ont quand même... Ils se sont pris un gros jeu de course en tout début contre les Steelers. Après, ils l'ont annihilé. Et du côté des Patriots, si effectivement, ils n'arrivent pas à mettre en place le jeu à la course, offensivement, la soirée peut être très, très longue pour Drake May, pour les receveurs et pour la O-line. Donc, ça va jouer là-dessus. Ça va se jouer sur la D-line des Texans contre la O-line des Patriots. Mais je pars là-dessus quand même. Je pars sur les Patriots et j'espère que, à titre très personnel, bien sûr, que Josh McDaniels va nous pondre un petit plan de jeu là aux petits oignons, avec 14-0 à la mi-temps, et c'est bon, pli bagage.
Oui, parce que pour le coup, si tu mènes de touchdowns, pour moi, je ne vois pas les Texans revenir. Ouais, il y a l'interrogation de la présence de Christian Gonzalez. S'il n'est pas là, bon, là, je pense que je changerai un peu mon pronostic. Mais s'il est là, On me dit aussi que les mains de Ramondre Stevenson sont questionable. il n'a pas fumblé depuis contre les Bills en 4e ou 5e semaine. Oui, ça va arriver là. Hein. C'est pareil. S'il y a un match où ça arrive, c'est là. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, du coup, les matchs. Donc, Bills-Broncos qui aura lieu... J'en perds mon écouteur. Bills-Broncos qui aura lieu samedi à 22h30. Attends. 22h30. J'ai un truc qui vient de s'activer dans mon... C'est bon. Donc, tu as dit pour Bills-Broncos samedi 22h30. Niners-Seahawks dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Ensuite, Texans-Patriots dimanche à 21h. Et Rams-Bears dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. Voilà les matchs. Ça se regarde, hein. Minuit 30, ça se regarde. Hein. Tous se regardent sauf Niners Seahawks à 2h. Faut pas déconner. 2h. C'est pas parce que les Niners ou les Seahawks c'est chiant, hein. C'est que c'est 2h du matin. C'est 2h du matin, ça te coupe la nuit. Ouais. Il y a pas. En fait, c'est des beaux matchs, je trouve. Et je trouve que cette année, c'est vraiment la défense gagne le championnat, quoi. À part. C'est beaucoup plus des équipes défensives qui sont arrivées jusqu'ici en playoff que des équipes offensives. Après, il y a peut-être plus d'équipes défensives dans la ligue en ce moment que d'équipes offensives. Mais là, quand même, quand tu regardes la tête des 8 équipes, tu en as 7 où tu te dis que c'est la défense, quoi. Ouais. Bon, 6 parce que les Rams, voilà, mais il y a quand même une bonne défense. Mais à part les Bills, c'est défense en premier. De toute façon, on l'a dit, on a assisté à une saison régulière qui, moi, je trouvais était vraiment top à suivre, quelle que soit l'équipe que l'on supportait. On a eu des super playoffs en wildcard et c'est suffisamment rare pour le signaler. Beaucoup de victoires à l'extérieur aussi. Je crois que c'est 6/8 ou 7/8. Donc voilà, là on attaque la plus belle semaine en NFL parce que c'est les divisionals et c'est normalement les 8 meilleures équipes de la NFL qui se rencontrent. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le plus beau week-end parce qu'il y a 4 matchs de très très haut niveau avant d'attaquer les finales de conf. Donc profitez-en, il reste 7 matchs avant la fin de la saison. Et puis voilà, hein, c'est chouette, on a vraiment une belle saison et là on peut quasiment dire qu'il y a 8 favoris pour gagner le Super Bowl, quoi. Non, c'est ça. non. 7, non. 6. Arrête avec les bisounours. On peut pas dire il y a 8 favoris pour quelque chose. Mais non. Mais non. Qui t'enlève de l'équation? Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est je coupe la pizza en 8 et tout le monde a une part plus grande que l'autre. C'est ça que tu es en train de dire. C'est pas possible. Non. Si, c'est ça. 8 favoris, ce n'est pas possible, Pierre. Déjà, il y a les Bears. Donc à partir de là, tu peux pas dire qu'il y a 8 favoris. Ils jouent à domicile. On s'en fout, ils vont jouer un match à domicile. Bah voilà. C'est pas le sujet. C'est pas favori au Super Bowl. Mais moi, je trouve qu'il y a 8 équipes qui sont Super Bowlables. Moi, je pense qu'il y a même 32 équipes en NFL qui peuvent aller au Super Bowl. Non, parce qu'on rappelle, il y a les Saints et ils peuvent pas aller au Super Bowl. Et les Dolphins aussi, puisqu'on gagne pas de match dans le playoff. Non, mais il est fou, lui. Il est fou. Je suis sûr que la semaine dernière, t'aurais pu dire qu'il y avait 14 équipes qui pouvaient aller en playoff. En playoff, du coup. Oui. Non, mais il y avait 14, la semaine dernière, il y avait 14 favoris pour le Super Bowl. Là, il y en a plus que 8. Je parie que la semaine prochaine, tu nous dis qu'il y a 4 favoris au Super Bowl. Et Captain Obvious. Hein. Ça marche bien. En parlant du Super Bowl, on rappelle, hein, vous avez le QR code qui est en haut que vous pouvez du coup, bien vu, vous pouvez scanner. Exactement. Et si vous êtes, et on verra si on peut mettre le lien en description. Mais répondez vite pour qu'on puisse nous organiser au mieux possible pour la soirée avec France. Les Fantasy Ballers et il y aura le foot US de A à Z, il y aura Endzone, il y aura nous, il y aura pas mal de monde, il y aura TDA. Il y a quand même un bon panel cette année. The Trick Play, je pense qu'ils seront présents aussi. The Trick Play seront sûrement là. Donc ouais, il y aura du monde, donc n'hésitez pas à venir. Les inscriptions sont là en haut. Et nous, on va se retrouver, du coup, pas de preview puisqu'on l'a faite là. Et on se retrouvera pour le Rewind et on fera sûrement la même chose. Rewind plus preview des conférences. On va pas parler juste de 4 matchs et passer à autre chose. Hein, on va pouvoir parler de nos 4 favoris pour le Super Bowl. Quel escroc quand même. Quel escroc. De la preview du Super Bowl avec 2 favoris pour gagner.
Alors moi, je vois ça comme un 51-51. Je te fatigue, hein, t'as hâte d'être en fin de saison. Hein. Franchement, oui. Oui. Pour plein de raisons. Mais on a. Non, mais parce que le Super Bowl, ça va être cool. Ça va être cool d'être tous ensemble. C'était bien la saison dernière et ce sera bien cette année. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Suivez-nous partout. Hein. Tous les liens sont en description. Bon match samedi et dimanche. Et on s'en reparle la semaine prochaine. Merci PA. Bonne journée à tous et vive le foot.